Vous arrivez à Savigny le soir vers 21 h à peu près, c'est l'arrivée du fourgon. On arrivait là et on était amené dans les cellules, ici. Le lit était constitué d'un socle en béton. Sur le socle en béton, il y avait une dizaine de planches alignées et la oreiller était en ciment. Et le soir, pour pouvoir dormir, on prenait ces paillasses qu'on installait sur ce lit en bois. Alors, le repas était passé par cette trappe qui est ici. Voilà, était passé par cette trappe. Alors, le gardien, il ouvrait et de là, il vous passait votre repas. Et l'hiver 56, le mitard, c'était pas de la tarte. Parce que le mitard, c'est d'abord le froid. C'est toujours le froid. J'ai eu l'occasion d'aller au mitard à Fresnes quelques années plus tard, et c'est toujours le souvenir que j'en ai, c'est le froid. Il n'y avait pas de chauffage dans les mitards, aucun chauffage. Au niveau de l'éclairage, il y a une ampoule qui est là-haut, rien n'a bougé, avec un châssis en cornière pour habiller l'entourage de l'ampoule, hein, pour qu'un jeune ne puisse pas casser l'ampoule, s'ouvrir les veines, avoir l'intention de se suicider. J'ai fait plus ample connaissance avec le directeur, M. Dallène, nous avons sympathisé, et j'avais déjà la passion du cinéma. Et je lui ai dit, écoutez, moi ça m'intéresserait, ça m'amuserait de faire un film à mes frais, si on m'y autorise, sur le centre. Mais il m'a dit, il faut que je réfère à l'éducation surveillée, ce qu'il a fait, et un beau jour il m'a dit, eh ben, écoutez, c'est d'accord, vous avez carte blanche, vous venez et vous filmerez ce que vous voudrez. Et alors je tiens à insister sur le fait qu'on a tenu parole. On ne m'a rien empêché de filmer, il suffisait que j'arrive, on m'accueillait quand je venais et on me laissait prendre ce que je voulais. Je crois que la prise de vue s'est étendue sur environ 2 ans, d'ailleurs on voit qu'il y a des saisons dans le film, parce que j'y allais quand je pouvais, j'étais jeune avocat, je fondais un cabinet, je ne pouvais pas y aller tout le temps. Et puis quand le film a été fait, je l'ai présenté au directeur à l'éducation surveillée de l'époque, et ce film ne lui a pas plu, il y a différentes séquences qu'il aurait voulu que je coupe, je n'ai pas voulu, et donc ce document est tombé plus ou moins dans les oubliettes. La première fois que je suis allé faire une séance, on m'a dit, ben voyez, dans la salle, et on ne me les a pas désignés, mais on m'a dit, vous avez 200 enfants qui vont de 13 à 18 ans, parmi eux, il y a pas mal de voleurs, pas très graves d'ailleurs, et il y a des gens qui ont commis différents délits, des délits sexuels, et puis vous avez 5 meurtriers ou assassins. Ça m'avait quand même un peu frappé. Mais on ne les distinguait pas particulièrement. J'ai été frappé par le fait que c'était non pas une prison, mais un endroit d'où on ne pouvait pas sortir. Ça a été d'ailleurs un de mes points de friction avec le directeur à l'éducation surveillée qui m'a dit, mais vous nous montrez des serrures, il n'y en a pas, moi quand j'arrive on m'ouvre. Mais il y avait des serrures. Mais ça m'a frappé, mais ça ne m'a pas choqué, si vous voulez. C'est au contraire qui m'a frappé, et agréablement frappé, c'est que ce n'était véritablement pas des maisons insupportables, ça n'avait aucun rapport avec les bagnes d'enfants qu'on m'avait décrits et qui existaient avant. Et les quelques jeunes clients que j'ai eus là-bas ne se plaignaient pas du centre. Pendant cette période, on demandait de juger les aptitudes manuelles du garçon, son comportement au travers du métier, bien entendu, et voir si ses désirs, si les désirs de l'élève correspondaient, étaient vraiment fondés. Parce que, bon, faire de la mécanique auto, ils avaient tous bricolé, bien entendu, quelques mobilettes ou des choses comme ça. Et mécanique auto, c'était pas toujours le... Ils n'avaient pas vraiment le sens de réalité, comme toujours d'ailleurs. Hein. C'était le but principal. Puis, il y avait quand même dans l'établissement une rotation très rapide d'élèves. L'effectif, quand je suis arrivé, était autour de 190 garçons présents. Nous avions une fiche hebdomadaire que nous remplissions et avec des appréciations. Et au bout de
3 semaines à 1 mois, nous rendions un sous-dossier d'observation. Sur les circonstances qui avaient amené le garçon à sa décision, son comportement à l'atelier, tant au point de vue discipline, propreté, ordre, stabilité, le comportement vis-à-vis du travail, sa tenue au travail, l'intérêt qu'il portait pour la profession, les résultats bien entendu, le comportement vis-à-vis des autres garçons du groupe et vis-à-vis des adultes. Et ensuite, au bout de 5 semaines ou 7 semaines, ça dépendait si les cas étaient plus ou moins lourds, on faisait la réunion de synthèse, donc je centralisais encore à ce moment-là la liste des synthèses qui devaient se faire. Et les éducateurs, après, les psychologues avaient remis leur rapport, les éducateurs faisaient leur synthèse, mais tout était sérié. Chacun rendait son propre travail, et puis la conclusion était faite à l'époque par le chef de service, et je recentralisais toutes les synthèses, je relisais tout au niveau de la forme, au niveau du fond, je dispatchais sur les dactylos, qui après coup me rendait le travail tapé, dactylographié, et j'envoyais au magistrat. Et éventuellement, j'envoyais, à l'époque, au début quand j'y suis allée, c'était encore le ministère qui centralisait les demandes d'IPES, donc j'envoyais les dossiers pour lesquels une IPES avait été demandée, les dossiers des garçons pour lesquels une IPES avait été demandée, au ministère qui déterminait si oui ou non il y avait des places. Et puis, il y avait un entretien final, je veux dire, au moment de ce qu'on appelait la synthèse, c'est-à-dire que chacun avait remis son dossier, et on se retrouvait, éducateur, chargé de classe, parce que c'était l'éducateur qui faisait la classe. À l'époque, il n'y avait pas de chargé de classe officiel. Enseignant technique, psychologue, professeur d'éducation physique, on se retrouvait tous et on discutait du garçon pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépendait des cas. J'ai relu des rapports que j'avais rédigés. J'ai été consterné. J'ai été absolument consterné parce que je me disais, mais c'est pas possible. On ne relève que le négatif. C'est-à-dire comme si l'observation, c'était d'essayer de repérer tout ce qui était de l'ordre de la déviance et de la pathologie. On ne positivait pas du tout ce que l'on savait du jeune. Alors, mais sur le moment, moi, j'en avais absolument pas conscience. Ensuite, c'est vrai qu'on rendait ce rapport, mais une fois qu'on avait rendu ce rapport, on ne sait pas du tout ce que devenait le gamin. On n'en savait rien, on avait l'impression au contraire d'avoir fait un bon travail pour le juge. Alors c'est quelques années plus tard, quand on a commencé à analyser effectivement ces institutions, qu'on s'est dit, mais en définitive, elles sont un peu aberrantes, et puis qu'on s'est même dit aussi, mais quel sens ça a que d'observer le comportement d'un gamin alors qu'il est dans la situation la plus artificielle qui soit. Mais ça, je crois qu'on ne se posait pas ces questions à cette époque-là. Au contraire, l'observation apparaissait comme une véritable conquête. Je veux dire que l'observation, elle accompagne la rééducation. C'est tout de même une avancée considérable par rapport à l'avant-guerre. Alors, je crois que c'est ces idées-là qu'on avait surtout en tête. Il faudra attendre effectivement les analyses qu'on fera dans les années 70 pour en voir les limites. Mais je n'ai pas l'impression que nous, les éducateurs de centres d'observation, en tout cas pas moi, on en était conscients au moment où on le faisait. Il ne faut pas oublier que le centre d'observation d'après la guerre, c'est le moyen d'éviter la détention provisoire. S'il n'y avait pas le centre d'observation, ces gamins, ils seraient en détention provisoire. Donc, on a besoin de certaines garanties qui s'apparentent à la pénitentiaire, mais en même temps, on essaie de créer un espace éducatif. Un travail d'examen qui était très important, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes qui passaient ici en observation. Donc le travail des psychologues, c'était de rédiger un examen pour éclairer la décision du juge. Donc il fallait, la semaine où on donnait le dossier, puisque c'était les jeunes passaient voir les psychologues la 3e semaine de leur séjour. On avait une liste, les psychologues recevaient une liste que en général la responsable du service distribuait. Moi au début par exemple, je voyais un certain nombre de jeunes, je faisais des examens, mais j'étais toujours supervisée par quelqu'un d'autre. Je n'étais vraiment indépendante qu'au bout d'1 an.
ça avait un avantage, c'est que ça vous évitait quand même les grosses bavures. On refaisait les jeunes, on faisait un test, en général un test de niveau, il y avait des dessins, un entretien qui était souvent assez fouillé. Et puis après ça, il fallait rédiger son rapport. Et il fallait le rédiger pour le mercredi, puisque le mercredi, c'était le jour de la réunion. C'était le jour où on expliquait ce qu'on conclut de l'examen qu'on avait fait. Ça faisait combien de temps que tu étais en fugue de Paris? Ça faisait 8 jours. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant ces 8 jours? Bah, j'étais dans les cafés, quoi, je vais au restaurant, quoi. Je me couchais pas, bien. Quand je me couchais, j'allais à la gare de Serlis, dans la salle d'attente. Je dormais dans les banquettes, c'est tout. Et tu vivais de quelle façon? Ouais, le matin, j'ai pris un petit déjeuner dans un café, et puis j'allais dans un restaurant, quoi, manger. Ouais. Mais pas beaucoup, j'ai juste 15 000 francs. Alors pendant ces 4-5 jours, tu as pensé à la question. Ouais. Qu'est-ce que tu en pensais? Comment réfléchissais-tu à la chose? Je sais pas, je me disais c'est mal quand même d'attaquer un chauffeur taxi. Je me dis je peux pas retourner chez moi, quoi. Et si je fasse quelque chose pour avoir de l'argent, quoi. Alors c'est une idée venue, quoi, d'attaquer un chauffeur taxi. C'est mal, pourquoi? Parce que attaquer encore, prendre de l'argent à un patron, je trouve que c'est pas pareil, quoi. Prendre de l'argent à un chauffeur taxi, c'est lui quand même, c'est lui qui gagne son pain, quoi. Je trouve que c'est moins grave que d'attaquer un patron qu'un ouvrier, quoi. Comment l'as-tu choisi, chauffeur? Oh, le premier venu, quoi. Le premier venu, c'est-à-dire pas un jeune, quoi, à peu près un vieux, quoi. Un vieux? Pourquoi oui, un vieux, quoi, il avait 55 ans, quoi. Pourquoi un vieux? Oh, je me disais, il y avait peut-être moins de défense, quand même, quoi. Alors tu as pris le taxi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, raconte un peu. Je me suis fait, alors j'ai fait faire un tour, comme je connaissais pas Paris, c'est la première fois que je venais, je me suis baladé à Paris, quoi. Puis après, alors je lui ai dit que je vais attaquer. Alors je me suis dit, il faut que je trouve un coin, quoi. Alors je connaissais un petit peu Ivry, alors j'ai amené, je fais un taxi à Ivry. Et là, alors je lui ai dit, faut arrêter, je vais descendre là. Alors il est descendu au moment que j'ai pour payer, quoi. J'ai attaqué, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'avais rien du tout pour attaquer. Alors j'ai attaqué avec mes chaussures, quoi. J'ai des chaussures dans le haut, comme ça. Tu avais retiré ta chaussure? Oui, de main droite, quoi. J'ai fait sur la tête, 2-3 fois, quoi. Tu as frappé fort? Non. Pour moi, je crois pas que j'ai tapé trop fort. Tu voulais l'assommer? Oui. Notre maître à penser à tout, c'était quand même le docteur Mal, qui était un psychanalyste, qui était quand même très porté sur la psychothérapie, choses comme ça. Donc, malgré tout, bon, il y avait un entretien qui était toujours, je dirais, qui se faisait un petit peu avec un peu les théories psychanalytiques à l'arrière-plan. Et puis, bon, il y avait quand même beaucoup de jeunes qui étaient revus après, soit parce que les psychologues pensaient qu'il y avait besoin d'être un peu suivis, soit parce que les jeunes eux-mêmes le demandaient. Donc il y avait quand même, ça n'était pas que de la psychométrie, hein, pas du tout, hein, même s'il y avait une partie relativement importante de ce point de vue-là, mais bon, c'était pas du tout, enfin, même, je veux dire que les dessins, on attachait pas mal d'importance aux dessins, les dessins, on est déjà dans une autre optique. Un test psychologique, je veux dire, quand on me questionnait, moi je regardais plutôt le plafond, parce que bon, pour moi, j'étais dépassé par les événements, hein. Je ne vois pas ce qu'ils étaient en train de rechercher, là. J'ai un mauvais souvenir des psychiatres ou des psychologues. On passait déjà dans les interviews. Et puis on posait des questions. Alors il y avait systématiquement une question qui revenait, qui nous choquait beaucoup. Savez-vous déjà coucher avec votre mère? Je me rappelle de cette question notamment, qui était une question d'une psychologue femme, et qui était posée pratiquement systématiquement. À mon avis, ça c'est un pur fantasme. En tout cas de façon générale, parce que c'est quand même pas une chose habituelle. Hein, même si, j'allais dire, le complexe d'Édipe, c'est quand même dans les théories psychanalytiques, des choses comme ça. L'Édipe, il est dans les fantasmes, il n'est pas dans la réalité en général. Enfin, c'était quand même rarissime. Alors ça, je crois que, bon, je pense que je serais quand même extrêmement étonnée que ce soit une question qui est souvent posée, mais était souvent posée. En tout cas, moi, pour ma part, je ne l'ai jamais posée. Peu importe que ce soit vrai ou pas, je crois qu'il y avait beaucoup d'erreurs et de tests qui, vous voyez, aujourd'hui, 40 ans ou 30 ans après, 40 ans après, je me souviens encore de ça. Et pas avec un bon souvenir. Le crayon que la psychologue fait tomber intentionnellement, bien sûr. Alors le jeune est censé se baisser pour ramasser le crayon, enfin, exactement. Alors s'il regarde sous la jupe des